Bonjour et bienvenue à l'émission Pourquoi pas à Fréquence MB. On est accompagné par Olinka, Bonjour. Mathias et Anna. Bonjour Hello. Océane. Après la musique américaine, rebonjour, on enchaîne avec Oli sur le théâtre. Bonjour Oli, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Et toi, Océane? Oui, très bien. Alors, quelle pièce de théâtre vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais parler du Malade imaginaire. Le Malade imaginaire parle d'un personnage qui est arrogant, qui est joué par Molière, qui, en gros, était malade, mais pas vraiment malade, il croyait qu'il était malade. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on se moquait des médecins de l'époque qui faisaient n'importe quoi, qui disaient « Oh, vous êtes malade? Oh, mais on va vous faire une saignée. » Une saignée consiste à couper une partie et vous faire couler beaucoup de sang, ce qui ne vous faisait pas aussi bien sentir même. Alors, mais c'est bien beau tout ça, mais c'est qui Molière? Molière, c'est un grand écrivain, scénariste, metteur en scène, acteur qui était comme ça fait des années qu'il est décédé en France. Et lui, ce qui est vraiment intéressant, son histoire, c'est que il a pas été connu naturellement. C'est grâce à un roi qui l'a fait un peu des bénéfices pour faire présenter ses pièces de théâtre. Et toutes ces pièces de théâtre défendaient des sujets dont les femmes, les médecins qui étaient un peu charlatans à cette époque-ci et plein d'autres sujets. Et est-ce que c'est basé sur des histoires vraies ou non? Oui, pour certaines, je présume, mais pas toutes. Je ne suis pas vraiment informée sur le sujet en partie, mais je pense que oui. Et ce qui était vraiment intéressant avec Molière, c'est que tous ces rôles qu'il créait étaient créés à partir de véritables personnes. Alors, en gros, c'est qu'il choisissait ses acteurs et avec ces acteurs, il se basait sur leur personnalité et créait leur personnage et la pièce de théâtre. Comparé aux autres scénaristes qui créaient aussi des pièces de théâtre, que eux, ils créaient leurs pièces de théâtre, ils cherchaient du monde et ils leur faisaient jouer leurs personnages. Mais est-ce que les personnages, il y avait de l'expérience ou pas nécessairement? Moi, je pense que c'est pas nécessairement parce que un acteur, ça peut être n'importe qui a du talent, en quelque sorte. Et ceux qui décidaient de devenir acteurs et qui jouaient des rôles d'amants, à cette époque-ci, c'était des personnes qui avaient une relation amoureuse, mais qui n'ont pas été mariées. Et ceci était interdit par le clergé, qui est la religion, parce qu'ils trouvaient que c'était un péché de ne pas se marier aux mains de Dieu et blablabla. Bla, bla. Et ces personnes-là qui avaient joué ces rôles, dont Molière, probablement, et n'ont pas eu un enterrement normal. Comme eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont jetés dans une fosse commune. Ça veut dire que comme ils n'ont pas eu leur tombe avec leur nom, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Oh, OK. Alors, merci beaucoup pour cette belle chronique. On va poursuivre avec Sometime All the Time de Charlotte Cardin. Nous allons ensuite parler de l'Égypte avec Anna. Maintenant, nous sommes de retour avec Anna. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, Océane, et toi? Oui, très bien. Alors, en fait, tu vas nous parler d'Égypte aujourd'hui? Oui, je vais vous parler d'Égypte, mais premièrement, j'aimerais tellement te dire que je suis tellement ravie de te voir aujourd'hui, Océane. Merci pour m'accueillir. Aussi. Et justement, je vais parler d'Égypte. Premièrement, je vais vous faire une petite introduction sur l'Égypte pour savoir pourquoi j'ai choisi ce pays-là. Et après ça, on va entrer directement dans les cultures et les traditions. L'Égypte a une riche culture et histoire qui dépasse 7000 années. C'est pour cela qu'elle fait partie des civilisations les plus anciennes. Elle a commencé par la culture pharaonique, puis le christianisme et l'islam. Plus tard, sa culture a été affectée par de nombreuses cultures et des groupes qui vivaient ou colonisaient le pays. Parce que dans le temps, l'Égypte était un pays d'immigration. La méthode avec laquelle les cultures ont été mélangées sont peut-être difficiles à comprendre pour les étrangers, pour les étrangers. Mais une fois que vous avez apprécié les traditions, l'expérience en Égypte sera comme aucun autre. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'Égypte est un des plus pays qui accepte le plus de religions? En fait, l'Égypte déborde d'attractions naturelles, historiques et culturelles. Par conséquent, le tourisme est l'une des principales sources de revenus. Les Égyptiens sont chaleureux, ils sont à la politesse aux autres cultures et populaires avec leur hospitalité.
c'est ça la réponse à ta question, en fait, Océane. Puis, et après ça, ils sont... Non, en fait. Soyez donc pas surpris que les gens vous invitent chez eux et insistent que vous acceptiez leur invitation. Les Égyptiens apprécient aussi aider les gens. C'est très régulier que vous demandiez de l'aide ou des conseils qui appellent les autres justement pour vous aider, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que vous avez atteint votre but. Et là, dans la... T'as-tu une question, Océane? Non, c'est correct. Tu peux continuer. OK. Et là, nous sommes rendus au niveau de la famille, dans la tradition et la culture de l'Égypte. Puisque la famille est une valeur très importante selon les Égyptiens, ils donnent donc une attention particulière aux relations familiales, ce qui encourage les enfants à demeurer avec leurs parents jusqu'à ce qu'ils se marient et démarrent leur propre famille. Par contre, les familles encouragent leurs enfants et les aident financièrement à se marier. Généralement, les responsabilités sont réparties de manière à ce que les femmes soient responsables de la maison et les soins aux enfants, tandis que les hommes sont responsables de l'aide financière à la famille. Comme les membres de la famille sont connectés l'un et l'autre, ils pleurent profondément à la mort d'un des membres de la famille. Et vers quel âge les Égyptiens peuvent se marier? Vers 18 ans et plus. Ok, c'est comme... pas nécessairement comme ici, mais aux alentours là, de cet Oui, âge. exactement. Et en fait, pendant les funérailles, genre, quand une personne, un membre de la famille meurt, ils pleurent profondément, premièrement, à sa mort parce qu'ils sont trop connectés. Et il y a des traditions de porter le noir pendant les funérailles. C'est une tradition qu'on a gardée depuis le pharaon. Alors, ben, merci beaucoup. Mais j'ai pas fini. Non? C'est correct, c'est correct. Non, On je va- veux terminer, Ok, s'il vous oui, plaît. fini. S'il vous plaît, je veux le faire. Finis-le. Ok. Lis ce bout-là. OK. Non, pas ce bout-là. Ben, il Ou- reste... Non, c'est correct, Anna. On va finir ce bout-là, ok? OK, je vais lire ça aussi. Non. Pourquoi pas? Ok. Lis ça aussi, si tu veux. On va couper certaines parties qui sont rares. Il y a Ouais, c'est certaines des parties qui vont parties être coupées qu'on comme coupe, tout ça qu'on est en train de parler. Ouais, OK, oui, c'est vrai. Ouais. Ok. Des mots, mais portés. Il est de tradition de porter le noir pendant les funérailles et c'est une tradition depuis les pharaons. On a gardé depuis les pharaons. Et aussi pendant les funérailles, il est considéré impoli de donner signe de bonheur. Et après ça, au niveau... En fait, j'ai pas mal dit la plupart des traditions égyptiennes. Oh my God. Mais On a il y a dit... combien de traditions? Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Parce qu'il y a des traditions... Tu sais, l'Égypte, c'est pas vraiment comme le Canada. On a comme plein de règles différentes. Mais, par exemple, au niveau de la famille, ici, par exemple, au Canada, les enfants peuvent quitter de chez eux. Genre, peuvent rester dans une maison tout seuls dès l'âge de 16 ans. Non, on fait pas ça parce que les enfants sont trop connectés à leur famille. Alors, ben, merci beaucoup, Anna. C'est vraiment intéressant. Bonjour, Mathias. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Oui, toi, et toi, Océane? Oui, je vais très bien, merci. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du Père Noël. Qu'est-ce que c'est l'origine du Père Noël? Ben, je vais vous expliquer c'est quoi les personnages qui sont venus avant lui, comment ils se sont mélangés, on va dire. Ben, vous allez voir dans le texte, dans la chronique, puis on va voir comment il est devenu, qu'est-ce qu'il est maintenant en 2019. Très intéressant, j'ai hâte de t'écouter parler. D'accord, merci. Donc, le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas il y a des centaines d'années. L'homme qu'on aime, qu'on adore, qu'on crée plusieurs légendes et mythes, avec sa grande barbe blanche et son grand manteau rouge, n'était pas tout à fait celui auquel les enfants attendaient impatiemment. En effet, le Père Noël dérive de plusieurs légendes et de plusieurs croyances, un amalgame si on veut. Le tout commence avec Saint-Nicolas. Dès le 10e siècle, plusieurs pays européens fêtent le 6 décembre, une journée pour honorer Saint-Nicolas. Durant le Moyen Âge, les enfants recevaient des cadeaux à l'honneur du Saint, une journée avant le 6, donc le 5 décembre. À l'époque, Noël était aussi fêté, mais les cadeaux n'avaient aucun rapport. Plus tard, au 16e siècle, en Angleterre, sur le règne d'Henri VIII, Noël commençait à avoir un emblème, entre guillemets, si on veut. On l'appelait drôlement le Père Noël, ou en anglais, Father Christmas.
Il était un homme qui représentait la bonne attitude à Noël, apportant la paix, la joie, la bonne bouffe et bonne festivité. Est-ce que dans ce temps-là, les lutins existaient? Et qu'est-ce que vous voulez dire? Il existe... Les lutins, c'était comme aux enfants rencontrés qui faisaient des tours, qui aidaient le Père Noël. Non, pas tout à fait. C'était plus comme des esprits ou des personnages comme avec de la magie, mais les lutins n'existaient pas vraiment. OK. C'est à cette époque que les cadeaux ont commencé à être donnés le 25. Après la réforme de la religion chrétienne, les Anglais n'ont plus voulu garder le 6 décembre comme une journée d'honoration envers Saint-Nicolas. Ils l'ont donc déplacé au 25 pour que ça coïncide avec le jour de Noël. Ces deux hommes-là ont plus tard, dans la société et la culture, dans nos pensées, juste en général, ils ont commencé à merger. C'est-à-dire, on les associait tous les deux au même personnage qu'on appelait Santa Claus, une dérivation du mot néerlandais Sinterklaas, utilisé pour désigner Saint-Nicolas. On le représentait à la fin des premières colonies anglaises ici en Amérique avec un manteau vert, c'est la dérivance de Father Christmas, à cause de Father Christmas, il portait un manteau vert, une grande bedaine et il était supposément un capitaine néerlandais. Pourquoi ont-ils changé pour les manteaux rouges? On va l'expliquer plus tard, mais ça vient avec la commercialisation du 20e siècle. OK. Autour du 19e siècle, un dessinateur américain du nom de Thomas Nast publia une des premières représentations concrètes du Père Noël. Il était dessiné plutôt rond, ce qui était quand même assez connu comme un de ses caractères à l'époque, et il portait un drapeau des États-Unis. Au lieu des vêtements, il portait c'est quand même comique, mais bon. La légende que le Père Noël vivrait au pôle Nord viendrait aussi de ce dessinateur-là. Finalement, au début du 20e siècle et depuis, l'image du Père Noël commençait à devenir plus à celle qu'on connaît maintenant. C'est ici qu'on va répondre à ta question, Océane. À l'époque, il apparaissait dans les livres d'enfants, il était associé à Noël et était fréquemment utilisé pour la commercialisation. En effet, le manteau rouge que tu parlais, qu'il porte, il dérive de cette époque. Le mythe urbain le plus populaire en rapport avec son manteau est que Coca-Cola avait utilisé sa face pour de la pub en 1930 et les couleurs blanches et rouges sont restées depuis. Mais en fait, c'est faux. Bien avant Coca-Cola, plusieurs compagnies l'avaient déjà représenté de cette manière. Au début de ce siècle, le Père Noël était, habillé presque comme il est aujourd'hui, dans plusieurs couvertures de la magazine Puck et la compagnie White Rock Beverages avait utilisé les mêmes couleurs que Coca-Cola pour commercialiser leur eau minérale et leur soda au gingembre. Est-ce que dans le temps, ils décoraient leur maison autant qu'ils décorent aujourd'hui? J'ai pas vraiment fait de recherche sur ça, mais j'imagine qu'ils mettaient quand même, tu vois, je sais pas c'est quoi, le mot me manque en ce moment, mais les haies, je crois, on met à la porte. OK, comme genre un truc de sapin Ouais, en rond, là, avec des cerises dedans? Ouais, c'est ça. Okay, mais ouais. j'imagine pas qu'à l'époque, ils mettaient des lumières ou des choses comme mais ça. penses-tu qu'ils faisaient un sapin avec les trucs Sûrement. dedans? Ils coupaient un sapin puis ils l'amenaient à l'intérieur. Je pense que c'était des oranges dedans. Des oranges. Je sais pas de où t'as sorti ça. Non, mais j'ai vu une vidéo, en tout cas. Mais pour en finir, normalement, dans la société, je trouve qu'on n'associe pas souvent le Père Noël à un personnage historique, mais de qu'est-ce que je vous ai raconté, l'histoire prouve le contraire. Il est resté dans nos cœurs et dans notre culture depuis la nuit des temps. Un bonhomme magique bizarrement influent. Et juste une petite question pour finir le tout. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un monde sans Père Noël et sans cadeaux à Noël? Non. Exact. Je pourrais m'imaginer sans cadeau, mais pas sans Père Noël. Exactement. Et toi, est-ce que tu pourrais t'imaginer Noël? Père Noël? Sans Père Noël, comme je suis d'accord avec toi, sans Père Noël, ça serait bizarre, mais les cadeaux aussi, c'est vraiment bizarre à dire, là, mais... J'avoue, c'est quand même quelque chose qu'on vit depuis qu'on est bébé. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, merci beaucoup, Mathias. Alors, merci à d'avoir toi, écouté Océane. Pourquoi pas à Fréquence MB. Pour cette belle chronique, nous allons finir avec de la musique. Merci!